Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce débat qui se déroule sur Facebook Live dans le cadre des Journées de la presse européenne organisées par le web magazine Le Torillon. Cet après-midi, on va s'intéresser à une thématique assez particulière et friande pour le coup. Comment rendre l'Europe sexy au quotidien? Alors, dans cette question un peu presque provocatrice, j'ai envie de dire, il y a quand même deux mots qui retiennent un peu notre attention, qui sont l'Europe sexy et l'Europe au quotidien. C'est deux thématiques qu'on va aborder et qu'on va croiser cet après-midi à l'occasion de cette discussion et de ce débat. Et pour le coup, c'est deux mots qui sont assez peu quand même associés à l'Europe, assez peu synonymes d'Europe pour les lecteurs et pour le public. Pour débattre de cette question et pour participer à cette discussion, on reçoit aujourd'hui deux journalistes. Tout d'abord, Catherine André. Vous êtes journaliste, vice-présidente de l'Association des journalistes européens, qui est partenaire de cet événement, de ces journées. Vous avez été correspondante à l'étranger, vous êtes ancienne rédactrice en chef adjointe de Courrier International, et vous êtes aussi, enfin vous travaillez aussi actuellement chez Alternative économique, et vous êtes ici pour nous parler notamment de Vox Europe, dont vous êtes la cofondatrice, qui est un magazine en ligne qui propose des sujets d'actualité, de société aussi, sur les questions européennes. Et on reçoit également Fabien Cazenave. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour Ouest France et vous couvrez l'actualité européenne en ligne sur le site de Ouest France. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir cet angle de presse quotidienne régionale et en ligne pour le coup. Et vous avez aussi travaillé pour un certain nombre de médias européens comme Euractiv ou le réseau Euranet Plus, un réseau de radio européenne. Euh, voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté ce débat. Et peut-être pour lancer ce débat, ce que j'avais envie d'ouvrir et de commencer, c'est la question du quotidien. Finalement, comment on parle d'Europe au quotidien? Est-ce que déjà l'actualité européenne est une actualité quotidienne? Enfin, est-ce qu'il y a des choses à dire tous les jours? Et c'est quoi faire de l'Europe au quotidien dans un média aujourd'hui? Peut-être Fabien Cazenave sur voilà, comment ça se passe à Ouest France, qui pour le coup est vraiment un quotidien. Oui, tout à fait. Bonjour, merci à vous de cette invitation qui me fait d'autant plus plaisir puisque Hervé, vous ne l'avez pas dit, mais je suis un ancien rédacteur en chef du Torillon, donc ça me fait plaisir de retrouver mes amis du Torillon que je garde toujours pas loin de mon cœur et de mes lectures également. Écoutez, nous avons la chance à Ouest France d'être le premier quotidien français en dehors de l'équipe puisqu'on est vendu à 600 000 exemplaires chaque jour, ce qui est énorme. Il faut savoir que c'est 2 ou 3 fois ce que fait Le Monde, par exemple. On couvre bien sûr tout l'Ouest, allant de Caen, Rouen jusqu'à Luçon en Vendée. Donc on a vraiment une très large diffusion. Et, euh, et, on a en plus la chance, je le dis pour les gens qui ne connaissent pas forcément notre quotidien parce qu'ils seraient dans une autre région, qu'on est l'un des principaux sites d'information généralistes français également, puisque depuis quelques mois et quelques années, on a fait un vrai effort là-dessus. Et aujourd'hui, on se retrouve au niveau de France Info ou de BFM TV, ou enfin voilà, les gros mastodontes, Le Monde. Enfin voilà, on est à peu près au même niveau. Et ce qui fait que je pense que c'est une question je me permets de le préciser parce que je pense que c'est une question qui va revenir derrière sur la question des algorithmes. Parce que nous, on peut faire des choix en tant que journaliste sur la présentation de l'actualité européenne, mais c'est quelque chose qui est une donnée qui est très importante, notamment sur la diffusion de l'information sur le net, qui fait qu'un quotidien qui a priori est régional comme nous diffuse en fait jusqu'à Marseille, Strasbourg ou ailleurs dans le monde également aujourd'hui.
Je vais terminer une dernière chose, puis après je laisserai la parole à Catherine André. C'est qu'à Ouest France, il y a deux choses par rapport à l'Europe. C'est que premièrement, on est toujours engagé sur les questions européennes depuis le début. Même quand c'était Ouest Éclair, il y avait des questions européennes qui étaient traitées. Et pour les 60 ans du traité de Rome, 1957-2017, on avait fait des recherches sur les archives et on s'était aperçu que le 25 mars 1957, c'était un certain Robert Schuman qui signait l'édito dans Ouest France. Et 60 ans plus tard, on a eu une tribune de Jean-Claude Juncker. On n'avait pas cherché à le faire. C'est naturellement la commission qui est venue vers nous en France pour diffuser ça. Donc, vous voyez, on a ce lien-là. Et à Ouest France, on a également aussi une démarche d'écriture qui est d'essayer de parler de la commune au monde. C'est-à-dire vraiment parler du quotidien, parce que, par exemple, la pêche, ça concerne le Brexit, ça concerne les affaires internationales, ça concerne une filière économique, mais ça concerne également beaucoup de gens localement dans nos régions. Et donc l'Europe, ce n'est pas quelque chose de si lointain que ça. C'est quelque chose qui nous impacte réellement. Là, on a eu cette semaine des discussions sur la politique agricole commune, que ce soit au niveau du Conseil ou au niveau du Parlement européen. Par exemple, on avait une eurodéputée qui nous rappelait que pour la Mayenne, ça représentait 120 millions d'euros par an. Donc voilà, on essaye toujours de ramener ça. Et même dans notre style d'écriture, on se dit, si M. Macron lit notre article, est-ce qu'il aura bien toutes les infos? Mais si la personne à côté de chez nous le lit, est-ce qu'elle comprendra bien tout aussi? Donc c'est vraiment une vraie démarche que nous avons et sur le net et sur le papier. Donc oui, c'est quelque chose de quotidien parce que ça impacte également quand vous avez des chauffeurs routiers qui sont des files de camions qui attendent pour pouvoir embarquer parce que ce sont des chauffeurs polonais qui doivent partir ensuite avec des cochons pour la Russie ou pour ailleurs en Europe. Ça impacte la vie, le quotidien de nos lecteurs. Bien sûr, oui, il y a ce lien exactement entre cette actualité européenne et finalement que vous pouvez illustrer avec des sujets locaux. En effet, Catherine André, peut-être dites-nous comment on traite de cette actualité européenne, de quelle nature elle est cette actualité européenne sur Vox Europe et comment on fait de l'Europe au quotidien, comment on sert des sujets européens au quotidien, quels angles on adopte et quels sujets on traite. Oui, merci beaucoup donc de cette invitation. Je suis ravie donc de participer à ce Facebook Live. Je voulais d'abord peut-être rappeler aux auditeurs qu'on est un média différent, je dirais, d'un média national français plus classique, puisque nous diffusons l'information en 10 langues. On est donc présent, je dirais, dans toute l'Europe et au-delà, à vrai dire, puisqu'on a des lecteurs aussi ailleurs. Et on ne traite pas, je dirais, de l'actualité européenne tous les jours dans un suivi vraiment quotidien, comme peuvent le faire effectivement des médias basés à Bruxelles, notamment, je pense à Politico, Réactive, qui suivent vraiment l'actualité dans tous les secteurs au jour le jour. Nous sommes un média qui prend un petit peu de recul, à la fois parce que nous sommes une petite équipe, mais aussi parce que nous ne traitons pas la bulle bruxelloise, qui est fort bien traitée par énormément de médias basés à Bruxelles et ailleurs. Donc, il n'y a pas besoin d'autres acteurs sur ce créneau-là. Et nous sommes plutôt dans une perspective qui est soit de revenir sur un événement et de l'analyser, soit en fait de traiter tous les grands thèmes qui concernent et préoccupent tous les Européens, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur binationalité, quel que soit le lieu où ils travaillent ou d'où ils viennent. Et donc, on va traiter des enjeux, évidemment, qui traversent les frontières, comme tous les enjeux de crise climatique, les enjeux environnementaux, les enjeux de droits humains, de migration, toutes les questions de démocratie, la question de la montée du libéralisme. Donc, ce sont des thèmes, en fait, qui nous concernent tous. Et présenté de cette façon, en fait, il concerne absolument chaque Européen, où qu'il soit, et quel que soit l'endroit où il vit, c'est-à-dire aussi bien les grandes métropoles que la campagne. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a énormément de décisions européennes qui impactent absolument tout le monde, où qu'il soit, même si on n'en est pas conscient. Donc ça, on le décrypte.
mais également des enjeux où de plus en plus, en fait, les Européens, via la société civile, en fait, cherchent aussi à intervenir sur ces enjeux. Donc, je pense évidemment aux enjeux climatiques, aux questions de réfugiés, de migration, où en fait, on est également, on donne à voir en fait les discussions qui se passent aussi au niveau de la société civile sous forme de tribune. Donc, on a une façon de traiter cette actualité qui est quotidienne, en effet, même si on ne traite pas de tout, à partir de formats assez différents, puisqu'on publie chaque semaine, par exemple, un dessin de presse, un cartoon, comme on dit, qui permet justement de regarder comment les dessinateurs de presse appréhendent un quotidien qui dépasse les frontières, qui nous concerne tous. On a également des reportages photos, là pareil, qui permettent de donner à voir là, visuellement pour le coup des réalités locales, mais qui pareil peuvent concerner, je pense encore une fois aux enjeux climatiques, absolument tout le monde en Europe. Et on a des interviews, pas mal d'interviews avec on vient de publier l'interview de Cas Mude par exemple, qui est un spécialiste de l'extrême droite et qui analyse très finement, et on le retrouve dans toutes les langues, comment qu'est-ce que c'est que cette émergence du débat et de la perméabilité des questions traitées par l'extrême droite dans le débat politique en général, en Europe, mais également au niveau national. On se rend compte aussi dans les questions européennes, finalement, et souvent ce qui revient assez, c'est aussi la technicité parfois des sujets. Comment vous réussissez à sauter cet obstacle, peut-être, à aussi attirer des lecteurs sur des sujets qui souvent sont décriés parce que trop techniques, ou certains autres médias d'ailleurs généralistes avancent souvent cet argument qu'en fait c'est un sujet très technique à traiter, et donc on ne peut pas le traiter suffisamment bien, ou je ne sais pas, ou bien il n'y a pas assez de lecteurs qui s'y intéressent parce que c'est beaucoup trop technique. Comment vous sautez un peu cet obstacle de cette technicité parfois des sujets, de la temporalité aussi qui est parfois longue dans l'actualité européenne? Alors, juste, il y a un effort un effort de rappel permanent. Ça, c'est vrai que, par exemple, il faut rappeler que le Conseil européen, le Conseil des ministres de l'Union européenne, ça concerne les chefs d'État et de gouvernement ou les ministres. Il faut rappeler que la Commission, c'est l'exécutif. Il faut rappeler que le Parlement européen, c'est les représentants directs des citoyens européens. C'est vrai. C'est un travail qu'il faut qu'on fasse, puisque malheureusement, ça n'est pas assez fait par l'école ou par les autres collègues. Par contre, sur la question de la technicité, je ne suis pas sûr que la navette législative française soit beaucoup moins compliquée que le système européen, ou que les élections américaines, où on voit que beaucoup de journaux, et Ouest France aussi, suivent en particulier, où je veux dire, le système électoral américain est extrêmement compliqué. Il y a des vrais spécialistes de ça et on s'y perd. Enfin, je veux dire, les soirées américaines, elles durent toute la nuit, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est très compliqué. On ne vote pas de la même manière d'un État à un autre, etc. Donc, la question de la technicité, c'est comme pour tout sujet, comme pour les sujets économiques, comme pour les sujets agriculture. C'est des sujets où il faut qu'on aille sur l'enjeu. Voilà. Donc, ne pas céder à la facilité. On le fait, hein, on écrit présidence allemande, par exemple, pour la présidence actuelle du Conseil de l'Union des ministres, non, des Conseils de l'Union européenne. Vous voyez, on le fait aussi. Des fois, on écrit Bruxelles au lieu d'écrire la Commission européenne, parce que c'est voilà, les dépêches AFP sont truffées de l'Union européenne a décidé que. Alors, c'est une décision de la Commission européenne, ce n'est pas une décision de l'Union européenne. On ne dit pas quand le gouvernement décide quelque chose, on ne dit pas la France décide que. Voilà. Donc, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, sur la politique européenne, où on se dit, oh là, c'est compliqué, ce n'est pas exactement les mêmes partis, il faut toujours rappeler. Moi, je m'aperçois que quand je fais des sujets là-dessus pour expliquer la position d'un tel ou un tel, voire même expliquer des fois qu'ils sont minoritaires, voilà, ça intéresse les gens qui sont intéressés par la politique. Et pour vous donner un exemple concret, Ouest France, pour les élections européennes, avait lancé une newsletter Europe où on avait envoyé sur la base de données des gens à 80 000 personnes qui étaient les gens qui étaient liés à la question à la présidentielle, qui s'étaient intéressés à la politique française. Et donc, on leur a dit, en respectant la RGPD évidemment, voilà, nous on propose ça, est-ce que ça vous intéresse de vous
suivre cette newsletter. On s'aperçoit qu'on a aujourd'hui plus de 50 000 personnes qui continuent à nous suivre dessus depuis ces élections européennes. Que c'est des gens qui n'étaient pas intéressés par la question européenne a priori, voilà, et qui continuent à suivre ça. On a un taux d'ouverture de plus de 40% à chaque newsletter. On n'a aucune désinscription parmi les gens qui sont là aujourd'hui. Donc ça prouve que quand on parle de l'Europe, en fait, ça intéresse les gens. C'est des fois des choix rédactionnels qui font qu'on se dit oui, c'est trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas saisir le sens. C'est de se perdre dans la. Des fois, on se perd effectivement dans la technicité. On se dit ah oui, mais ça veut dire que non. Intéressons les gens. Les gens sur les projets de loi français ne sont pas intéressés par la technique. Ils sont intéressés par les enjeux qu'il y a. Donc c'est à nous de proposer les enjeux. Et puis également de ne pas oublier le terrain. À Ouest France, on a également un fort réseau de correspondants qui nous racontent un peu l'histoire de ce qui se passe, par exemple, comprendre ce qui se passe actuellement en Pologne sur la décision du tribunal constitutionnel pour limiter l'avortement, qui va limiter plus de 90% des cas d'avortement, qui était déjà une loi des plus restrictives en Europe là-dessus. Ça intéresse les gens. Donc, il faut que nous, en tant que journalistes, on aille voir le quotidien des Polonaises et on utilise nos correspondants pour essayer d'expliquer ça. Par exemple, ça veut dire quoi devoir avorter en cachette? Ça veut dire quoi devoir partir entre guillemets à l'étranger dans un autre pays européen pour avorter? Voilà, vous voyez, on ne rentre pas dans la complexité de qu'est-ce que c'est le tribunal constitutionnel qui a été saisi par le PiS, etc. Voilà. Tout à fait. Contourner un peu la technique pour chercher les enjeux. Est-ce qu'il y a des enjeux un peu similaires chez Vox Europe? Vous le disiez aussi, d'ailleurs, c'est un blog qui est multilingue, donc pour le coup, en plus, le lectorat est est différent aussi. Il y a des différences même culturelles de lectorat. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte et comment on peut sauter cette technicité chez Vox Europe? Alors, d'abord, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec Fabien, c'est que en fait, énormément de sujets sont de plus en plus complexes et sont de plus en plus techniques. En dehors de l'Europe. Il n'y a pas qu'en Europe où il faut regarder quelles sont les lois, quelles sont voilà. Donc forcément, l'Europe, elle est peut-être moins suivie, je dirais, par les médias français notamment, et ce depuis longtemps. Donc il y a ce qu'on appelle un déficit d'information sur l'Europe parce que justement c'est compliqué. Et pour avoir travaillé dans la presse papier, comme on dit, au presse magazine pendant longtemps, je peux vous dire que quand on suggérait de faire en une un sujet européen, c'était un peu la levée de bouclier. Oh là là, mon Dieu, ça va être à faire un flop au niveau des ventes, c'est pas possible. Oui, c'est très intéressant, mais ça n'intéresse pas vraiment les gens. Je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment d'informations au niveau européen, mais je pense qu'au niveau de la technique, ce qui compte en fait, c'est de faire de la bonne vulgarisation et ne pas tomber dans le travers d'un certain nombre de journalistes qui est de dire finalement, on s'adresse aux collègues. On a l'impression parfois de se répéter, mais je pense que le lecteur lambda, il est potentiellement tout à fait intéressé par des décisions qui le concernent lui. Et c'est aussi ça qu'il faut essayer d'expliciter en n'omettant pas simplement de rappeler, en effet, d'être précis dans son mode d'expression et de faire de la bonne vulgarisation, qui pour moi est un mot que je mettrais à l'honneur, qui est finalement l'idée derrière tout ça, en tout cas moi en tant que journaliste, c'est de donner aux gens les outils pour pouvoir penser par eux-mêmes et non pas en permanence déverser une espèce de soi-disant savoir comme si tout le monde comprenait ce dont on parle. Donc il y a, je dirais, un équilibre à trouver en permanence entre rentrer parfois dans des questions techniques parce qu'il y a un enjeu politique et de citoyenneté derrière, et parfois ne pas se perdre, comme disait Fabien, uniquement dans un univers où on va en fait rebuter le lecteur parce que peut-être il y a trop de détails. Et quelque chose qui est merveilleux, je dirais, au niveau des sites Internet, c'est qu'on peut mettre des liens hypertextes. C'est-à-dire que plutôt que de revenir à chaque fois sur certaines explications, on peut tout à fait mettre un lien qui permet au lecteur qui ne connaîtrait pas tel ou tel aspect, telle ou telle loi, simplement d'aller se référer à un texte constitutionnel, d'aller lui-même se donner les moyens d'aller tirer le fil. Voilà. Donc je dirais qu'à Vox Europe, effectivement, on doit prendre en compte les spécificités nationales, dans la mesure où parfois, quand on traduit un texte,
Les traducteurs qui traduisent pour Vox Europe sont des traducteurs qui connaissent très bien le monde des médias, qui sont très spécialisés, qui connaissent très bien le pays et l'univers culturel dans la langue dans laquelle ils traduisent. Et donc, ça va nous permettre d'ajouter là aussi un contexte ou de mettre d'autres liens hypertextes, c'est-à-dire de mettre des liens qui renvoient à la réalité du pays, mais sans perdre l'idée que ce à quoi on essaie de contribuer, c'est à la création d'un espace civique et civil européen, c'est-à-dire en donnant à tous les lecteurs finalement le même niveau d'information à hauteur d'Européens. Très bien. Je reste avec vous, Catherine André. Juste avant, en coulisses, on en discutait rapidement, mais vous aviez tiqué sur le mot sexy. Finalement, est-ce que l'actualité européenne doit être sexy? Et c'est quoi une actualité européenne sexy? Enfin, en tout cas, comment on la rend attirante et comment on appâte finalement les lecteurs? C'est un peu ça la question. Pourquoi vous aviez tiqué sur ce mot et est-ce qu'en effet l'actualité européenne doit finalement être sexy ou pas? Alors, je vais répondre en d'autres temps. Je pense que d'abord, je suis assez d'accord sur le fait que l'idée, j'imagine, du titre était de provoquer. Voilà, le terme sexy, moi personnellement, je ne l'apprécie pas du tout. Il donne l'impression qu'il faudrait habiller. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Je pense que nos auditeurs vont. Peut-être certains partagent-ils mes réserves sur ce thème qui me paraît un peu éculé. Voilà. Donc, je pense que l'idée n'est pas de rendre attirant un sujet qu'on penserait a priori rasoir en se disant ah ben on va l'habiller de façon à ce que les personnes aient envie de le lire. Moi je suis convaincue que l'actualité et les débats européens sont intéressants en soi. C'est en effet la façon dont on va aborder les thèmes, dont on va renouveler les angles, la façon dont on va penser, aborder avec différents points de vue et confronter, je dirais, les avis sur tel ou tel sujet européen, on va rendre le sujet vivant. Il est en fait vivant, c'est juste qu'il y a une moindre couverture de l'actualité européenne. Je pense à la France notamment, mais aussi dans d'autres pays européens. Je pense que c'était complètement le cas de la presse britannique, par exemple, qui avait une vision très extérieure pour la plupart des médias ou avec un angle, je dirais, un peu systématiquement anti-européen parce que c'est rasoir. Donc voilà, moi je dépasse ce terme de sexy. Je pense que la question n'est pas là. La question, c'est de rendre des sujets de ce qui peut se passer chez des voisins, nos voisins immédiats ou dans certaines régions d'Europe, comme étant des sujets tout aussi intéressants que ce qui se passe dans la ville d'à côté. Simplement, nous sommes en fait au sein d'un univers où nous avons, je dirais même au niveau mondial, d'ailleurs les mêmes thèmes maintenant s'imposent à tous, puisque la plupart des sujets ne peuvent plus être envisagés uniquement d'un point de vue national, ce qui n'empêche pas évidemment que localement, nous puissions apprendre les uns des autres. Si on se penche sur les initiatives, par exemple en réponse à la crise migratoire ou à la crise climatique, en fait, nous sommes assez similaires à nos voisins. Voilà, donc c'est vraiment une question à la fois de présentation et je dirais même de ton, la façon dont on titre. On va trouver un titre pour un article, la façon dont on va poser les questions à un expert ou à quelqu'un qu'on interviewe. Voilà, je pense que c'est vraiment une question de traitement. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà quelles étaient mes réserves sur le terme. Effectivement, on en parlait avec Fabien juste avant le début de ce Facebook Live. Oui, alors en fait, comme je disais à Catherine, ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'ai vu le titre, je me suis rappelé 2005, quand on a lancé le Taurillon, où effectivement, c'était un peu les termes à l'époque. Et puis en même temps, aujourd'hui, après le mouvement MeToo, et justement le rappel que malheureusement, la sexualisation des femmes à outrance en permanence voilà, a conduit à des dérives qui sont terribles et qu'il faut aujourd'hui combattre. Et que peut-être que le terme ne passe plus tout à fait. Et c'est aussi, je voudrais rebondir sur ce que disait Catherine André. Je pense qu'il y a aussi une question de choix éditoriaux. Par exemple, prenons un exemple concret. L'élection de Ursula von der Leyen devant le Parlement européen. C'est une élection qui vient après un temps un peu long. Les élections ont lieu en mai 2019. Elle est choisie après des mois de négociations au Conseil européen, des semaines de négociations où on sait juste ce que les diplomates veulent bien nous dire et ce que nous, les journalistes, on
on colporte en essayant de vérifier auprès d'autres diplomates si ça semble correspondre. Et donc finalement, c'est son nom qui apparaît. Il faut encore qu'il y ait une validation au niveau du Parlement européen. Et il se trouve qu'avec ce Parlement européen qui est renouvelé à plus de 60%, les vieilles habitudes ne sont plus là. Et donc, c'est passionnant parce qu'on sent qu'il y a une tension sur son élection. On sent que, attention, il va se passer quelque chose. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen est très forte politiquement parce qu'elle dit lors de son discours devant les députés, elle angle sur le climat. Personne n'attendait cette ancienne ministre de Merkel, de la CDU allemande, de la droite conservatrice allemande, partir sur le climat comme ça. Personne ne s'y attendait. Et donc, résultat des courses, on se dit, ah si, elle va quand même réussir, mais on s'aperçoit qu'il y a certaines pressions qui arrivent au sein des groupes politiques qui veulent se faire entendre, etc. C'est passionnant. Et le jour où elle se fait élire en France, c'est le jour de la démission de François de Rugy du gouvernement français. François de Rugy, c'est un ministre de l'Environnement qui n'est pas le ministre le plus important, qui n'a pas de poids politique énorme. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'une fois qu'il est parti, François de Rugy n'a pas emmené de troupes, ça n'a pas créé une césure dans le gouvernement énorme. C'était un scandale français, certes. Et donc, résultat des courses, la plupart des médias ont décidé de laisser tomber, entre guillemets, cette élection d'Ursula von der Leyen. Parce que premièrement, ils ne savaient pas qu'il y avait une grosse pression au Parlement européen. Ils pensaient que ça allait être une lettre à la poste, alors que ça ne l'était pas. Et ils sont passés totalement à côté de l'événement, que c'était la première femme qui venait à la tête de l'exécutif européen. Rien que ça aurait mérité d'avoir des reportages tout le temps, etc. Alors, évidemment, nous, à Ouest France, en plus, François de Rugy, il est plutôt de notre région. Donc, évidemment, on a couvert comme tout le monde. Évidemment, on a moins mis en avant l'élection de Ursula von der Leyen. Pourtant, on a quand même fait le choix de traiter l'élection en direct, de pousser, d'envoyer une alerte sur nos téléphones en direct. Et le lendemain, on avait une page complète dessus parce que c'est plus facile dans le print quand on a une page Europe, c'est le cas de Ouest France, de pouvoir placer ce genre de sujet. Mais vous voyez, c'est des questions de choix. Et on a eu plusieurs journaux télévisés qui ont été très critiqués là-dessus et les collègues n'ont pas forcément compris les critiques, malheureusement, qui ont décidé de ne pas traiter cette info-là parce qu'ils n'avaient pas le temps dans le journal, parce que la démission de François de Rugy a pris 25 minutes ou 35 minutes et qu'ils ont préféré mettre un sujet sur les États-Unis parce qu'ils avaient peur que ça devienne obsolète, ce sujet devienne obsolète le lendemain. Mais comment ça ? Elle est à la tête de l'exécutif de 500 millions d'Européens. Donc, des fois, c'est pas rendre l'actualité européenne attirante, c'est de casser des murs qu'on a dans nos têtes, dans les médias notamment, sur ces questions-là, où on se dit, bah non, pourtant, ton sens journalistique devrait te dire, c'est quand même une élection qui résulte. Mais ne serait-ce que même dire que Macron, la candidate validée par Macron a failli ne pas passer, enfin, je veux dire, même si on prend un point de vue nationaliste sur l'actualité, ça aurait dû faire réagir, ça aurait dû intéresser les gens. Et non, on s'est concentré sur la politique française, voilà, avec une démission de quelqu'un qui politiquement ne pesait pas non plus énormément. Oui, la question est vraiment de cet intérêt aussi du lecteur. Ce que j'avais aussi envie peut-être de vous demander, c'est comment vous réussissez parfois sur certains dossiers. Il y a des dossiers européens qui sont des longs dossiers et en effet où il y a des enjeux majeurs. Comment on construit aujourd'hui un peu un storytelling, un narratif autour de ces dossiers européens? Est-ce qu'on arrive à le faire sur la durée? Comment vous travaillez ça? Peut-être quels sont aussi un peu les nouveaux formats que vous explorez dans le cadre de cette manière de raconter des dossiers européens ou des sujets et qui peuvent être des formats qui peuvent aussi attirer peut-être d'autres personnes vers cette actualité européenne, d'être moins conventionnel que simplement l'article qui relate de l'info. Voilà, mais comment on crée ce narratif, comment on tient en haleine aussi peut-être un peu les lecteurs. Alors, sur la question de convaincre en conférence de rédaction les collègues de traiter un sujet plutôt qu'un autre, on a une difficulté là-dessus. Parce que là, donc, j'ai dit, ouais, c'est évident, il faut absolument qu'on y aille, mais il faut aussi comprendre que des fois, l'actualité européenne est compliquée à traiter. Vous sortez d'un Conseil européen qui se termine très tard le soir, où on n'a pas les infos parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, parce que c'est de la diplomatie, ce qui est normal. Donc, la diplomatie, c'est des négociations dans les couloirs pour pouvoir aboutir à une décision.
Et puis arrive la fin du sommet, on reçoit le texte, donc on essaye de comprendre très rapidement c'est quoi les enjeux. On a le président du Conseil européen qui s'exprime, et quasiment au même moment, on a Angela Merkel qui s'exprime, on a Emmanuel Macron qui s'exprime dans une autre salle, et encore les autres leaders dans une autre salle. Donc on est incapable, nous les journalistes, au moment où on doit faire le boulot, de vérifier ce que chacun dit, par exemple. Donc c'est compliqué des fois de bien sentir, de bien comprendre. Voilà. Donc ça, c'est premièrement, il y a une multiplicité des gens, des intervenants. Il y a aussi un autre enjeu, une autre difficulté, c'est que des fois, on se pousse du col pour pas forcément grand-chose. Je veux dire, certains parlementaires vont nous expliquer qu'ils ont gagné quelque chose, mais qui mettra 2 ans à s'appliquer. Voilà. Et puis, des fois, par exemple, sur ce qu'on appelle dans le milieu européen les frais de roaming. Vous savez, ces frais d'itinérance que les opérateurs nous faisaient payer en plus quand on osait appeler, par exemple, en Belgique ou nos copains en Allemagne ou en Espagne. Donc, l'Europe se bat dessus. Il faut dire en même temps que, pour le coup, les fonctionnaires européens et les dirigeants européens sont les premiers concernés quand ils ont des sommets. Donc, vu les factures de téléphone qu'ils recevaient, ils tiquaient un peu. Donc, ils sont emparés du sujet. Ça a été extrêmement long comme dossier à traiter. Ça a été sur plusieurs dizaines d'années, enfin, sur une dizaine d'années. Enfin, donc, déjà, c'est long de tenir en haleine quelqu'un là-dessus, alors que c'est quelque chose qui construit l'Europe. Il y a une décision qui est prise. Donc, nous, on a fait le taf en tant que médias. Les médias ont fait le taf en disant, regardez, on va moins payer, etc. Et puis, au moment où c'est rentré effectif, où c'est devenu effectif, qu'est-ce qu'ont eu les citoyens? Ils ont eu Free, Bouygues, SFR et Orange qui leur ont dit, regardez, votre opérateur vous offre les frais d'itinérance. Alors qu'ils ont été obligés. Et en fait, non. Tout d'un coup, le citoyen qui n'a pas forcément lu tous les articles à ce moment-là dessus, tout d'un coup, ils vont croire que c'est une réduction de leur opérateur et que c'est chouette. Voilà. C'est souvent aussi la difficulté qu'on a des fois à raconter l'Europe, à créer une sorte de narratif. Et puis, effectivement, sur le narratif en 30 secondes, effectivement, c'est compliqué parce que, par exemple, sur la fameuse histoire des Spitzenkandidaten, ces candidats du sommet, ces candidats des partis, c'est un peu comme ça se passe dans toutes les élections législatives. Le chef du parti qui va arriver en tête va être chargé de former le gouvernement. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus. Des fois, ça fait sourire parce qu'on dit Spitzenkandidaten, ça fait un mot un peu à consonance germanique et comme c'est long et que ce n'est pas forcément facile à prononcer, ça fait rire certains journalistes. Mais regardez ça, c'est relativement simple. Sauf qu'en France, par exemple, on nous dit, et on a un président français qui est plutôt un président pro-européen qui nous dit, non, on ne va pas respecter ça, on ne va pas le faire. Ça, ce n'est pas imposé par les traités, donc on ne le fait pas. C'est nous qui allons décider, nous les chefs d'État et de gouvernement. Vous voyez, donc résultat des courses, le soir des élections européennes, moi, je ne pouvais pas dire aux électeurs, ce sera Manfred Weber qui va être président de la Commission européenne. Voilà. Vous voyez, ça, je ne pouvais pas le dire. On pouvait présager qu'il allait y avoir une coalition à 3. Ça, on pouvait le prévoir à peu près. Mais résultat des courses, moi, j'étais incapable de dire votre vote va aboutir à ce que la commission soit dirigée par quelqu'un de droite, de gauche, du centre, des écolos, etc. C'est un des problèmes que nous avons sur la question du narratif, c'est que le temps européen est beaucoup trop long. L'élection de von der Leyen au Parlement européen arrive plusieurs mois après l'élection. Ce n'est pas normal. Il faut absolument raccourcir ces temps-là. Parce que sinon, nous, ce qu'on écrit, ça ne se traduit pas dans les faits tout de suite pour les gens. Ils oublient. Et si leur opérateur leur dit que c'est grâce à eux, ils n'ont aucune raison d'en douter. En effet, c'est une temporalité toute particulière et qui parfois crée d'autres formats. Ça m'a fait penser, il existe un documentaire Democracy, je crois, justement sur la négociation autour. Là, c'est sur les données personnelles. C'était un peu en même temps que d'ailleurs tout ce qui était sur le roaming, etc. Et là, c'est vrai que par exemple, c'est vraiment un documentaire de plus d'une heure où on raconte tout le parcours un peu législatif. On suit Jan-Philippe Albrecht, qui était un député vert allemand qui a porté cette question de la protection des données personnelles en Europe. Et on voit tous ces lobbies, etc. Et c'est vrai que là, le documentaire, finalement, s'y prête bien parce que finalement, il faut raconter une histoire qui se passe sur plusieurs années avec des grands trous aussi. Comme on disait, quand on fait de la presse quotidienne, avoir des trous de plusieurs mois où on ne parle pas d'une thématique, c'est quelque chose d'assez compliqué. Catherine André, sur cette thématique du créer le narratif, de comment on raconte un dossier européen qui, justement, peut avoir une temporalité qui
qui est longue. Comment peut-être on maintient aussi cette forme un peu de suspense chez le lecteur, cette envie de connaître la fin de l'histoire sans le lasser. En fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de l'aborder. La première, c'est de garder un focus sur ce qui est le cas pour Vox Europe, qui encore une fois ne traite pas de l'activité bruxelloise au jour le jour, mais revient plutôt avec un focus sur un certain nombre de thèmes précis. C'est de le conserver sur la durée. C'est-à-dire ne pas se dire, tiens, là, on va traiter du problème de l'agriculture intensive, par exemple, un coup et après on laisse tomber pendant un an et on revient dessus. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a, nous, choisi de traiter un certain nombre de thèmes, mais de les traiter au long cours, c'est-à-dire au fur et à mesure, pas forcément à chaque fois qu'il y a une actualité, mais je dirais en temps long, même si on est présent tous les jours sur le site. Si je prends un exemple précis, nous avons traduit et diffusé une série qui s'appelle les Dreamers d'Europe. Les Dreamers d'Europe, ce sont en fait des jeunes dont les parents sont arrivés comme migrants il y a parfois une ou deux générations, enfin souvent une génération, et qui se retrouvent ensuite avec un problème, si les parents par exemple n'ont pas eu de papier. Ils sont nés dans le pays, ils sont nés en Belgique, ils sont nés aux Pays-Bas, ils sont nés en Italie, mais ils se retrouvent avant leurs 18 ans avec un vrai problème de papier et d'incapacité en fait à faire valoir la nationalité du pays dans lequel ils sont nés ou parfois ont simplement grandi et ont étudié. Et donc là, on a un angle très personnel avec une histoire précise à base d'interviews et de reportages. Ça, nous l'avons publié en plusieurs langues et en association avec Lighthouse Reports et avec le Guardian. Mais ça permet de donner une idée que ça se passe dans tous les pays européens. Et c'est une façon je dirais, d'embarquer le lecteur dans une histoire très concrète, pas du tout lassante, parce que c'est très humain. Et ça, on en a publié toute une série au fur et à mesure. Donc les lecteurs savaient qu'ils allaient retrouver régulièrement un reportage sur un jeune ou une jeune européenne qui a ce problème, je dirais, d'appartenance légale à l'Europe, qui pourrait se retrouver débouté, en fait, être obligé de repartir dans un pays en Afrique ou je ne sais où, ils n'ont pas grandi. Donc voilà, ce sont des questions extrêmement concrètes qui montrent très précisément la difficulté dans laquelle on est face au problème des migrations. C'est très précis. Après, dans tous les formats, c'est vrai que si on arrive à varier les formats, c'est-à-dire avoir aussi du multimédia, dont je parlais tout à l'heure de reportage photo, là c'est pareil, on sait qu'on trouve sur Vox Europe un reportage photo sur un thème précis, on va le retrouver tous les mois. Donc là c'est aussi avec donc un focus régional ou local. Donc c'est une façon, je dirais, à partir de ces formats-là, de dire au lecteur qu'il y a un suivi régulier. Il y a un suivi où il y a des rendez-vous qui sont donnés et on ne sait pas forcément à l'avance quel pays, quelle région va être traité, mais on va retrouver cette façon de traiter l'information. Et pareil pour le dessin de presse. C'est vraiment une des marques de fabrique de Vox Europe. On travaille beaucoup avec les dessinateurs de presse qui pour nous sont des journalistes à part entière, qui est une autre façon de regarder l'actualité. Donc c'est de varier en fait la façon de traiter les actualités européennes, qui permet, je pense, en créant des rendez-vous, de ne pas lasser, c'est-à-dire de maintenir un intérêt, je pense, vivant tout au long de l'année. Et effectivement, pour rebondir sur ce que dit Catherine, les formats sont importants et rendre humain les choses, c'est bien aussi parce que ça a des conséquences concrètes. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on essaye de diffuser à Ouest France, c'est de faire en sorte également de prendre la réalité du quotidien de ce qui se passe à Rennes, à Brest, à La Roche-sur-Yon, par exemple, ces migrants qui sont venus en Europe et qui se retrouvent pris dans des réseaux mafieux. J'ai des collègues de Nantes qui ont fait tout un reportage sur les mineurs isolés, par exemple, qui sont pris dans une sorte de mafia et à qui on impose d'être hyper violent dans la rue et qui créent des problèmes d'insécurité, une montée de l'insécurité. Et on comprend mieux
grâce à ça un petit peu aussi leur parcours, effectivement. Il y a aussi d'autres formats qu'on essaie de mettre en place, par exemple des podcasts en interviewant des eurodéputés ou des spécialistes des questions européennes. On a fait par exemple en podcast un des scénaristes de la série qui est passée sur France TV, mais sur le numérique malheureusement et pas sur les télés, de la série Parlement, par exemple. Donc c'est aussi intéressé sur les choses culturelles. Il y a également la data. La data aussi est pas mal pour faire des comparatifs. Et pour prendre un exemple très concret, par exemple sur le coronavirus, alors certes, on fait comme tous les médias, on donne des chiffres malheureusement tous les soirs qui en ce moment augmentent terriblement, des cas de contamination, des cas de l'occupation des réanimations, mais on fait régulièrement aussi un point sur comment ça se passe en Europe, où est-ce que ça monte en Europe. Et là, pour le coup, la data, avec nos partenaires notamment du réseau European Journalism Data Network, j'espère que je l'ai bien dit avec un bon accent anglais. Et voilà, et la data, c'est quelque chose qui est aussi intéressant parce que ça permet de comparer. Alors, bien sûr, il y a le mauvais côté, c'est qu'on compare la taille de sa cuisine par rapport aux autres pour savoir si elle est plus grande ou plus petite. Mais bon, ça permet aussi de voir aussi d'autres réalités grâce à cette data. Et donc, si on réussit un peu à tout cumuler, eh ben, on rend plus vivant les questions européennes. Hein. C'est un peu comme les lois en France. C'est-à-dire qu'une loi en tant que telle, c'est assez technique. Voilà, il y a un enjeu politique derrière, mais ce qui est souvent très intéressant, c'est de regarder comment ça se concrétise pour la sécurité routière, enfin voilà, des choses comme ça. Oui, là, je voulais ajouter à ce que disait Fabien juste à l'instant, qu'effectivement, à la fois Ouest France et Vox Europe, nous travaillons dans ce réseau European Data Journalism Network, le EDJNet, qui est réalisé par tout un ensemble de médias partenaires en Europe et qui permet aussi justement de tailler en pièces toutes les fausses informations qui peuvent circuler et dont les chiffres sont souvent, je dirais, une façon d'attirer parfois le lecteur à mauvais escient, c'est-à-dire en publiant il y a des chiffres qui sont publiés qui sont simplement erronés. Et avec ce réseau, on revient en faisant vraiment de la vérification des informations et des chiffres qui peuvent être donnés et en remettant aussi dans un contexte. Donc ça, c'est aussi un format qu'on utilise beaucoup à Vox Europe, puisqu'on est cofondateur de ce réseau, qui sont les data. Et c'est tout à fait vivant, ça n'est pas du tout uniquement une série de chiffres rasoirs pour le coup, je ne dirais pas le mot sexy, mais ça peut être très intéressant de regarder la réalité aussi, simplement en remettant les choses dans leur contexte. Et effectivement, pareil, tout ce qui est podcast et vidéo sont des formats qui fonctionnent très bien. On reprend régulièrement des vidéos réalisées par Cosmocène et les interviews faites par Tremor Denigo. Le dernier, justement, revient sur ce qui se passe en Pologne et en Hongrie au niveau du démantèlement de la démocratie. Et là, le dernier en date, c'est Felipe Marques, qui est président des magistrats européens pour la démocratie et les libertés, et qui revient justement sur ce démantèlement de l'état de droit à l'œuvre en Hongrie et en Pologne. Donc, il y a en fait, en variant tous ces contenus, tous ces formats, je dirais que l'information européenne est, à mon avis, tout à fait passionnante. Alors, pas du tout, on ne s'en lasse pas. Parfait. Alors qu'on se parle, il y a des personnes donc, qui nous écoutent et qui commencent à commenter aussi sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le fil Facebook en commentaire pour nous faire passer des questions et des remarques. Il y a quelques remarques et questions qui sont un peu dans le même sens, qui abordent la question de finalement l'actualité européenne comme elle est traitée. C'est une actualité très politique et économique. Est-ce que vous allez aussi sur des sujets, enfin on en a parlé finalement un peu sociétaux, mais peut-être des sujets culturels ou par exemple sportifs? Il y a un peu deux remarques sur cette question. La première, c'est voilà, est-ce que c'est par ces sujets-là aussi qu'on rend l'Europe un peu plus attrayante, ou en tout cas qu'on éveille la curiosité sur la question de l'Europe et de l'espace européen, l'espace public européen? Et est-ce que, il y a une autre question qui va un peu dans ce sens-là, est-ce que finalement, ça ne peut pas être une porte d'entrée vers des sujets plus économiques ou politiques de l'Europe? Alors,
je me permets de commencer juste pour dire deux choses. Premièrement, sur le sport, alors ce qui est plutôt intéressant, c'est que mes collègues du service des sports font régulièrement des cartes postales, entre guillemets, des pays où ils vont, pour expliquer un peu le contexte dans lequel arrive l'équipe de France, par exemple, quand elle joue en Roumanie. Alors, et c'est un petit peu ce qu'on avait. Alors, moi, je suis un vieux, Hervé, hein, je suis désolé, je me souviens de l'époque, dans les années 90, où nos clubs français allaient très loin en Coupe d'Europe, et pas seulement le PSG. Et je me souviens que souvent, avant l'entrée, avant le début du match, on avait un reportage sur place, on avait une explication de c'est quoi, pourquoi est-ce qu'il y a un club qui s'appelle, par exemple en Russie, le CSKA, l'autre le Dynamo, l'autre le Sparta, qu'est-ce que ça représente ces différences, voilà. Et souvent, on touchait à des domaines culturels là-dessus. Donc, tout à fait, sur le sport, c'est quelque chose de très intéressant. Mais aujourd'hui, malheureusement, nos amis de la télé n'ont plus le temps de le faire parce que ça coûte tellement cher qu'ils ont le droit de prendre l'antenne une minute avant pour placer une pub, et puis ensuite le match commence. Et donc là, c'est tout le temps de parler des conditions sportives. Enfin, mais souvenez-vous, hein, la fameuse fois où Thierry Roland avait repris son collègue pour dire non, on dit pas bosniaque, on dit bosnien parce que les bosniaques, c'est les musulmans de Bosnie. Bah, vous voyez, c'est quelque chose qui est qui donne beaucoup de contenu. Voilà. Et souvent, nos journalistes sportifs qu'on pense uniquement concentrés sur le sport sont des vrais puits de culture sur les endroits parce qu'ils connaissent plein de joueurs, plein d'histoires, etc. Et effectivement, ça peut être très intéressant. Ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que il faut effectivement des fois européaniser l'info nationale. On est dans un espace public qui malheureusement aujourd'hui est segmenté au niveau européen entre milieux nationaux. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple concret, à l'époque du Torillon, on va prendre cet exemple-là, au moment de la ratification du traité de Lisbonne. En France, ça avait eu lieu en février 2000, en février. Je ne me souviens plus de l'année, c'est pas grave, tant pis. Ça commence à perdre la mémoire. Et donc, il y avait ça a eu lieu en février. Donc, sur le Torillon, la version française, il y avait plein d'articles sur cette question-là en février. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait eu plein d'articles sur la ratification du traité de Lisbonne chez nos collègues italiens en juillet, parce que c'est à ce moment-là. Et donc, c'est ça dont on manque un petit peu, c'est qu'on n'a pas de véritable espace public européen. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de raccourcir les dates parce que l'élection de la présidente de la Commission doit arriver tout de suite après les élections européennes. C'est les rares moments où on vit des choses en même temps. Voilà. Mais pour autant, ça veut dire que comme on est dans une actualité qui est très nationalisée, voilà, il faut européaniser les choses. Sur le Covid, malheureusement, on a eu un peu tendance, au moment où ça a émergé en Italie, à traiter ça comme une affaire italienne, alors que c'était une affaire européenne. Et après, on traite ça, malheureusement, que du point de vue français, alors qu'on pourrait très bien, nos collègues de la Voix du Nord, par exemple, ont hier ou avant-hier fait leur une sur un comparatif à comment ça se passe en Belgique, comment ça se passe en France, et essayer de comprendre un petit peu les manières de faire. Donc, vous voyez, ils ont européanisé une actu qu'on avait un peu tendance à regarder que de notre point de vue, de notre nombril français. Catherine André, sur cette question de d'autres thématiques, on va dire, ou d'autres sujets qui viennent par exemple de la culture ou qui viennent par exemple du sport pour amener des lecteurs à une actualité européenne, générale ou politique, économique ou sociétale. Je pense que ce sont des entrées tout à fait essentielles en fait pour traiter d'Europe, même si voilà, on est une petite équipe, donc c'est vrai que au niveau du sport, on n'est pas ultra présent pour l'instant, mais pourquoi pas. Par contre, tout ce qui est culturel et je dirais sociétal, ces angles-là, on les traite très régulièrement. Notamment, je prends l'exemple d'un reportage photo récent. On a un très beau reportage sur Leipzig avec l'utopie néo-hippie, la façon dont le vivre ensemble est vécu au travers d'autres façons de se loger, d'autres façons de vivre. En fait, donc il y a plein d'entrées possibles, en effet, sur le quotidien, je dirais, la façon dont les gens vivent là où ils vivent, et ce sont des sujets
qui sont européens parce qu'ils sont vécus par des citoyens européens, où qu'ils soient. Voilà. Donc, ce sont des sujets qu'on aime bien traiter, tous les sujets sociétaux. Je parlais tout à l'heure de ces dreamers européens, ça en fait complètement partie aussi, parce qu'on découvre aussi la réalité simplement de personnes qui très concrètement racontent ce qu'elles vivent, comment elles le vivent. Voilà, donc... Oui, on a encore une question sur le fil Facebook que je vous partage. Et puis on terminera bientôt cette table ronde parce qu'on arrive déjà presque à la fin. Ce qui a été pointé dans le fil Facebook, c'est notamment ces études qu'on a de Français qui se plaignent à chaque fois d'être mal informés sur l'Union européenne. Et en effet, paradoxalement, avec notre discussion, on se dit, mais finalement, y a une offre qu'on essaie de développer, d'ailleurs qu'on essaie de faire émerger parfois en se faisant de la place dans certains médias et en essayant de convaincre des rédactions. Et à l'inverse, on a des Français qui n'arrêtent pas de répéter qu'en fait, cette Union européenne, ils ne comprennent pas grand-chose et qu'ils sont mal informés. Alors, je ne sais pas ce qu'ils disent quand ils disent ils sont mal informés. Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité derrière, mais quel est votre regard un peu sur ce paradoxe finalement des Français qui disent ils sont tout simplement mal informés. Est-ce qu'on est mal informé en France sur l'Europe? Alors, si je peux... Oui, Catherine André. Ça dépend, ça dépend comment on s'informe. C'est-à-dire, je pense que là, peut-être que certains auditeurs font référence aux médias audiovisuels, notamment à la télévision, où on sait que la couverture européenne est faible. On ne cesse de le pointer. Donc, si on s'informe en regardant le 20h, je pense qu'en effet, on peut tout à fait se dire qu'on n'est pas très bien informé sur l'Europe. Après, l'idéal, ce serait de varier les sources d'information. Et en effet, vous pouvez lire l'excellente couverture de Fabien à Ouest France. Et vraiment, je salue son travail parce que je pense qu'il est lu par énormément de personnes. Alors, allez regarder, allez lire sur Ouest France. Bien évidemment, lisez aussi Vox Europe. Et je pense qu'il y a des chaînes comme Arte qui font aussi un travail, un très, très, très bon travail. Bien évidemment, c'est dans leur ADN sur l'Europe. Donc, il faut aller davantage à la pêche, comme on dit, pour aller s'informer sur l'Europe. Il y a d'excellentes choses qui sont publiées sur l'Europe. Je ne pense pas du tout suffisamment, bien évidemment. Mais bon, ça existe. Et voilà, peut-être que ce type je veux dire, d'émissions qu'on fait aujourd'hui, de débats, peuvent encourager ce traitement de plus en plus large, si possible, des thèmes européens qui sont, encore une fois, nous concernent tous. Mmh. Fabien Cazeneuve, sur cette question voilà, du traitement et de ce paradoxe finalement des Français qui se sentent mal informés. C'est quoi? C'est des médias justement où ça n'émerge pas. Par exemple, Catherine André parlait de la télévision. Est-ce que dans les rédactions de télévision, c'est toujours une bataille, l'Europe? Alors oui, c'est une bataille pour eux. Merci Catherine pour ces compliments, parce que venant d'une journaliste de qualité comme toi, ça fait très plaisir. Et je salue aussi, j'en profite aussi, je retourne, je salue le travail fait par Vox Europe qui est essentiel pour la création d'un espace public européen. C'est vraiment l'enjeu. Vous relevez le gant de l'abandon de Presse Europe par la Commission avec de trop faibles moyens. D'ailleurs, on s'aperçoit que souvent dans les discours, tout le monde dit oui, il faudrait plus d'Europe, Et je sais que certains de nos collègues, quand ils vont demander des sous pour faire des radios européennes ou à thématique européenne, par exemple, là, il y a beaucoup moins d'argent. Il y a des discours, mais souvent, il n'y a pas forcément de retour derrière. Donc, c'est un peu difficile. Je pense que il y a une barrière chez une certaine génération de journalistes. Je m'aperçois que, par exemple, chez les jeunes journalistes que j'ai régulièrement à la rédaction de Ouest France sur le desk, sont souvent intéressés par les questions européennes, mais pas forcément l'Europe institutionnelle. Ils sont intéressés par l'Europe. Ils sont intéressés par ce qui se passe ailleurs au-delà des frontières. Ils ont souvent ça dans leur cursus d'ailleurs. Alors, je ne parle même pas des journalistes qui font l'école de journalisme à Strasbourg. Alors là, eux, c'est naturel. C'est pas la question de c'est quoi la différence entre le Conseil de l'Europe et le Conseil européen.
pour eux, ce n'est même pas une question, ils savent, quoi. C'est comme la différence entre le Sénat et l'Assemblée et le Conseil économique et social et environnemental. Enfin, voilà, c'est une donnée, quoi. C'est pas quelque chose. Je pense qu'il y a eu, chez une certaine génération qui sont aujourd'hui aux commandes, un frein sur les questions européennes parce qu'ils ont été confrontés à des journalistes avant eux qui étaient très militants sur ces questions-là. Et donc, on a peut-être le retour de bâton là-dessus. Je pense qu'il y a également la question de l'AFP à gérer. L'AFP traite les questions européennes via un processus qui est très lourd à gérer pour mes collègues journalistes de l'AFP. Je salue leur travail aussi. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous voyez, une interview faite en partenariat par Ouest France et le groupe régional Funke de Merkel, par exemple, ça va être le collègue de Berlin qui va s'en occuper, alors qu'on l'a envoyé à l'AFP en France, nous, de notre côté. Ils disent, non, ce n'est pas nous, c'est les gens de Berlin qui vont s'en occuper, qui ont 50 dossiers à gérer en même temps. Enfin, vous voyez, il y a aussi peut-être au niveau de l'AFP quelque chose à faire. Il arrive parfois que l'AFP ne traite pas certains sujets. Or, aujourd'hui, l'agence France Presse est l'une des principales pourvoyeuses de l'actualité. Donc, si l'AFP met en avant un fait divers, on sait que ce fait divers va être très traité parce qu'il va être repris partout et tout d'un coup, le fait divers, c'est ce qui intéresse plus les gens. Donc, ils vont être à fond là-dessus. Donc, je pense que l'AFP peut avoir un rôle là-dessus. Et je sais que parmi les dirigeants de l'AFP, il y a beaucoup de gens qui sont très pro-européens. Donc, c'est peut-être un problème de structure. C'est une énorme structure au niveau de l'AFP. C'est encore plus compliqué que Ouest France, c'est pour vous dire. Et puis, je pense que là-dessus, sur la question de l'information, il faut arrêter de demander aux gens de connaître par cœur l'Europe. Je pense que c'est pas ça c'est pas la navette législative européenne, c'est pas comme ça qu'on va faire aimer ou intéresser à l'Europe, parce que après tout, nous, notre travail de média, c'est pas de faire aimer, c'est de donner aux gens les clés. C'est ce que disait très bien Catherine tout à l'heure. On est un médium, on est là pour dire aux gens, voilà, ils vous disent ça, mais attention, ça veut dire ça. Voilà, c'est ça. Et puis après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais nous, on veut donner des citoyens éclairés, voilà, pour un débat qui est éclairant. Ce que je constate, moi, c'est qu'à Ouest France, pour vous donner un petit peu la cuisine interne, donc en conférence de rédac, moi, j'ai la chance d'être dans un journal où on me dit, vas-y, fais de l'Europe. Voilà, il y a une session plénière. Vas-y, tu fais que ça cette semaine. C'est génial. C'est vraiment très, très confort par rapport à tous les autres collègues. Donc, je fais un sujet, on en discute entre nous parce que comme ça, j'ai un regard sur est-ce que c'est un sujet qui va vraiment intéresser au-delà de la bulle des gens qui sont intéressés par la question européenne. Donc, voilà, donc ils me disent « Ah oui, ça, c'est intéressant. » Enfin, voilà, donc c'est à moi de les convaincre d'eux, certes, mais c'est aussi intéressant d'avoir leur retour. Et quand j'écris mon article, je me fais relire, ce qui est normal dans un canard. Et donc, c'est toujours intéressant parce que là, pour le coup, des fois, j'ai des retours de collègues qui me disent « Ah, ça, c'est trop de cuisine, je suis un peu perdu, je ne comprends pas. » Alors que le début, ça m'avait intéressé. Et là, voilà. Et donc, des fois, on se perd un peu dans les méandres de la mécanique européenne. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que des gens qui ne sont pas intéressés par les questions européennes, qui n'ont pas fait de formation sur les questions européennes, peuvent être intéressés par ces questions-là au sein des rédactions. Donc, je pense qu'il faut, prenez le pouvoir, ceux qui sont intéressés par les questions européennes. Vous ne laissez pas avoir par le chef ou la chef qui vous dit « Ah non, ça ne va pas intéresser les gens. » Comment ça? Voilà. Et puis, une dernière chose, on a un vrai enjeu sur la question des algorithmes. Aujourd'hui, westfrance.fr est l'un des sites d'infos généralistes les plus lus en France. On est très fiers. C'est aussi une responsabilité. Mais ce que je constate, c'est qu'une grosse part de notre lectorat vient certes par les réseaux sociaux, certes directement par la page de Ouest France. C'est ce qu'on adore. Hein. C'est comme quand on ouvre le journal, comme ça on organise, on hiérarchise l'info. Voilà. Mais la très grande partie vient des recherches Google. C'est la course à l'échalote de savoir qui va publier en premier, qui va donner le plus de contenu un peu originaux. Enfin voilà, parce que l'algorithme de Google aime bien ça. Par Apple News, par Google Actu, par la MP, c'est-à-dire les petites vignettes que vous voyez quand vous faites une recherche, vous tapez avortement Pologne, et bien tout de suite vous avez des petites vignettes qui apparaissent avec des articles d'actu. Nous, on est très bien référencés là-dessus, mais ça pose question. C'est-à-dire que quand vous regardez Apple News qui est sur votre
sur votre téléphone. Si vous voulez. Bon, alors là, ça tombe bien parce que je vous prends un exemple où Ouest France est premier, donc ça va. Mais vous voyez, Trop de la chance. c'est pas nous qui avons décidé de ce qu'allaient mettre ces algorithmes-là d'Apple News là-dessus. Là, je veux dire, on est en premier, donc on doit avoir entre 2000 et 8000 personnes en temps réel sur cet article-là. Mais donc, vous voyez la puissance que ça peut avoir. Mais ça veut dire aussi que nous, en tant que journalistes, qui sommes là pour créer un médium, un intermédiaire avec le lecteur, là, aujourd'hui, on est totalement dépendant des algorithmes. Et j'ai peur que ces algorithmes comme les sujets européens sont mis sous le boiseau et qu'on les traite pas, bah forcément, ça fait moins de clics. Et donc, l'algorithme, il va dire, ah, ça, c'est un sujet qui ne va pas intéresser les gens. Donc, vous risquez d'avoir beaucoup de Trump et très peu d'Europe. Parce que c'est un algorithme qui le décide. Et ça, pour le coup, c'est flippant. C'est une énorme question. Ça mériterait un débat en soi. Exactement. Eh bien, il me reste à vous remercier parce que c'est déjà l'heure de rendre l'antenne. Je ne sais pas si on peut dire l'antenne quand on est sur Facebook. En tout cas, c'est vrai que ça peut tout à fait ouvrir un autre débat, cette question des algorithmes et notamment de ce que font ces algorithmes de la presse et ce qui change aussi dans les pratiques des journalistes qui parlent des questions européennes. Il me reste à vous remercier, Fabien Cazenave de Ouest France et Catherine André de Vox Europe. On invite nos auditeurs à aller consulter ce site et à aller regarder un peu comment se traite l'actualité européenne sur vos plateformes. Et il me reste aussi à vous annoncer le prochain rendez-vous des Journées de la presse qui continue toute la journée. La prochaine séquence, c'est Happy Birthday Le Taurillon, puisque l'organisateur de ces journées, Le Taurillon, fête son anniversaire, ses 15 ans cette année. Et à cette occasion, on réunit toutes les éditions linguistiques. On en parlait justement avec Catherine André. C'est aussi traiter l'actualité européenne de manière transnationale. Et en ça, vous pourrez retrouver nos différentes éditions linguistiques pour cet anniversaire à 16h sur la page Facebook et l'événement de ces journées de la presse européenne. Merci encore à vous et bon après-midi. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup et très bon anniversaire, Le Taurillon. Merci.